Bonjour et bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Poala Gangé. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je veux essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité pour une discussion ouverte sur des sujets controversés. Hashtag nonsense. Régulièrement, des sujets seront discutés où mon invité et ma personne développeront de manière approfondie sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire ensemble nos atouts et notre richesse en tant qu'héritiers de notre patrimoine africain. Aujourd'hui, notre attention se portera sur le culte de la victimisation versus le manque de responsabilités socio-économiques chez le peuple afro-caribéen. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen fait partie des peuples les plus diplômés, mais font une preuve exceptionnelle d'exhibition de leur aliénation mentale, économique et culturelle dans le Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. De nos jours, beaucoup de peuples se créent leurs richesses sous le pouvoir d'achat des Noirs et en retour, les Afro reçoivent mépris et moquerie. Pourquoi est-ce que le peuple afro est devenu professionnel dans le dénigrement de leurs frères et sœurs qui font l'effort d'un esprit entrepreneurial, mais préfèrent aller chez les Pakistanais, Indiens, Chinois, Libanais, Européens, you name it? Pourquoi les entrepreneurs afro ont du mal à attirer et garder la clientèle noire? Avez-vous déjà vu des Chinois, Pakistanais, Indiens, Européens faire les achats dans les boutiques africaines, chez les Africains, si ce n'est pour nous exploiter? Et après, nous allons voir les mouvements pro-noirs revendiquer le droit de travail ou encore se plaindre du taux de chômage élevé qui gangrène la communauté afro-caribéenne, mais sont incapables de créer leurs propres richesses en tant qu'héritiers afro. Thomas Sankara a dit: la maladie n'est guérie point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Pour discuter de ce sujet, je suis accompagné pour partager son expérience avec nous en tant que business entrepreneur et innovateur. J'ai l'honneur d'être accompagné par M. Bertrand Gamini, qui nous vient depuis la Belgique. Gamini, M. Gamini, bienvenue. Merci, Monsieur Powala. Merci pour ce bref entrevue. C'est très gentil, hein. Avant qu'on commence, qui est Bertrand Gamini? Présentez-vous au public. Celui qui vous écoute aimerait se poser la question: qui est Bertrand Gamini? Oui, Ramani est un jeune Camerounais ou Camerounaise, du médecin, et médecin de travail peut être plus précis, qui, voilà, j'ai débuté mes études en Italie, hein, en médecine. Et là, j'ai après en Belgique, n'est-ce pas, pour ma spécialisation en médecine de travail. Et justement, j'ai décidé ici avec d'autres collaborateurs de mettre sur pied Noble Retour, qui est une association à but non lucratif, afin de résorber, n'est-ce pas, ce problème de rapatriement de corps des Africains. Et parce qu'on constate évidemment que voilà, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'Africains qui, après le lycée, n'est-ce pas, il y a des quêtes qui sont généralement lancées, voilà, et c'est pas souvent fructueux. Et ça n'honore pas non plus, n'est-ce pas, nous Africains que nous sommes. On pourrait évidemment euh, se, se former en communauté afin, n'est-ce pas, de pouvoir pallier un problème aussi simple que celui-là. Donc, c'est pourquoi euh, moi et d'autres collaborateurs, nous avons, n'est-ce pas, mis sur pied nos retours. Et justement, le sujet du jour nous parle du culte de la victimisation versus le manque de responsabilités socio-économiques. Comme je l'ai dit plus tôt, le peuple afro-caribéen fait partie des peuples les plus diplômés, mais ont du mal à trouver le travail ou bien à innover. Donc, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous avez pouvoir parler de l'association que vous avez mise en place pour aider la communauté afro-caribéenne. Parlez-nous en profondeur de Noble Retour. C'est quoi Noble Retour? Noble Retour, c'est, comme je l'ai dit, c'est une entreprise à but non lucratif, hein, qui a été créée en 2019. Suite, n'est-ce pas, je dois dire que les causes sont d'abord beaucoup plus profondes, c'est beaucoup plus familial d'abord parce qu'on avait eu, n'est-ce pas, une tante qui vivait ici en Belgique, qui, suite à un problème du cancer, voilà, est décédée et il n'avait pas assez de moyens. Et à ce moment-là, mes frères et moi, nous étions encore étudiants. Ça nous a beaucoup fait mal parce que là, la famille était, n'est-ce pas, contrainte d'incinérer le corps et voilà, et tout ce qu'on sait.
Et sachant, n'est-ce pas, nos cultures, étant attachées fortement à nos cultures, on sait très bien, voilà, que l'incinération est difficilement acceptée dans notre culture. Moi, je suis d'origine, n'est-ce pas, de l'Ouest. Nous sommes fort attachés à nos cultures. Donc, ça a été un gros choc pour la famille. Pour nous autres qui vivons ici, ça allait, mais pour la famille qui reste au Cameroun, c'est assez douloureux. Et c'est fort de cela que, voilà, avec le temps, on a eu aussi des amis, hein, j'ai eu des camarades qui sont décédés. Ils sont en Italie, par contre. Oui. Et tout le temps, nous recevons aussi des messages, voilà, de collecte de fonds pour rapatrier des corps et tout. Donc, c'est fort de tout cela que nous avons décidé de mettre sur pied, n'est-ce pas, nos retours. Donc, c'est d'abord personnel avant d'être, n'est-ce pas, aussi communautaire. Donc, c'est cet élan-là et c'est ça qui fausse notre force parce que, voilà, on a quand même ce sentiment bien profond qui vient de notre chair même, hein, il faut le dire. Exactement. J'en profite pour vous relancer avec une autre question. Noble retour. Vous avez donné les raisons d'où vient l'idée, d'où vient l'existence, la nécessité de l'existence de Noble retour. Mais en même temps, peut-être certains des auditeurs peuvent se poser la question. Noble retour, est-ce que Noble retour est une morgue? Est-ce que nous le retour est une? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que Noble retour peut être considéré comme une morgue? Une morgue? Yeah. Non, absolument pas. Noble retour ne peut être considéré comme une morgue. Dans une morgue, n'est-ce pas, on conserve des corps. Nous sommes là comme une espèce d'assurance sans être une assurance. C'est-à-dire, nous avons des partenaires, des funérariums qui s'occupent des rapatriements. Donc, ce sont eux qui nous font confiance et nous signons des contrats avec eux. Donc, quand les gens nous contactent parce qu'il y a eu décès, ce sont des membres, nous appelons des funérariums le plus proche de leur habitation qui va justement s'occuper de cela. Notre retour n'est absolument pas une morgue, pas du tout. Notre retour ici est là pour créer un fonds de rapatriement pour nos membres, les membres de notre retour. Donc, c'est pour faciliter, n'est-ce pas, le rapatriement de corps afin d'éviter, n'est-ce pas, ce problème de collecte que j'ai énuméré il y a peu de temps. C'est ça qu'est le retour. Le retour est là pour aider. C'est un projet communautaire. Rien. C'est donc, je ne considérerais pas ici Noble Retour comme une mort. Tout au contraire, je considérerais Noble Retour comme un problème préventif, hein, comme une solution préventive, je veux dire, au problème que j'ai énuméré tout à l'heure. Yeah. Donc, Noble retour est plus focalisé dans l'offre des services, et dans Bon, et l'accompagnement et Noble l'offre des Retour, services. Pardon? effectivement, Ok. effectivement, effectivement. Justement pour relancer, plus c'est une opportunité pour toute la communauté afro-caribéenne. Vous avez dit, avant qu'on arrive là, il y a plusieurs questions. J'aimerais aussi vous poser une autre question. Pour en bénéficier de votre euh, coopérative, est-ce Notre offre, oui. de votre offre ou votre coopérative avant qu'on arrive dans les conditions pour être membre, est-ce qu'une personne doit avoir le visa? Est-ce qu'un ressortissant qui vit en Europe se doit d'avoir le visa pour être membre de votre coopérative? Et disons, un ressortissant afro-caribéen vivant en Europe se doit d'avoir le visa pour être membre de votre coopérative. Oui. Pour être membre de notre coopérative, il n'y a vraiment pas assez de conditions. Il suffit que vous soyez ressortissant, n'est-ce pas, de la diaspora afro-caribéenne ou africaine en général, que vous ayez des documents dans le pays d'origine ou pas, parce que même les sans-papiers aussi, nous le prenons en compte. C'est parce que nous sommes conscients qu'il y a aussi plein d'Africains ou plein de personnes d'origine africaine qui n'ont pas de documents, mais qui résident là, le continent, n'est-ce pas, européen. Il suffit que vous ayez, n'est-ce pas, un acte de naissance, un document du pays d'origine, hein, pour qu'on puisse déjà accepter que vous puissiez, n'est-ce pas, vous inscrire. Et quand vous êtes inscrit, justement, vous devez remplir certaines conditions, c'est-à-dire, ici, les conditions ne sont pas vastes. Il faut s'acquitter, n'est-ce pas, de 26 euros qu'on paye une seule fois, que nous appelons frais d'administration. Et maintenant, selon votre âge, vous allez payer 50 euros par an ou 200 euros par an. Ceux qui ont moins de 60 ans payent 50 euros par an. Et ceux qui ont plus de 60 ans, qui ont 60 ans et plus, ça paye 200 euros par an. Donc, voilà les conditions pour pouvoir, n'est-ce pas, être membre, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'offre que propose Noble Retour. Et il va sans dire que cette offre est bien plus avantageuse que celle que proposent, n'est-ce pas, les assurances classiques.
En tout cas, je pense que nous en reviendrons, que nos frères, n'est-ce pas, afro-caribéens puissent comprendre l'importance et l'utilité, n'est-ce pas, de Noble Retour. Yeah. Et vous avez juste mentionné un truc où je devais en venir en poser une question, justement. Yeah, parce que Noble Retour fait dans le rapatriement de la dépouille, assiste les ressortissants afro-caribéens d'après votre définition dans le rapatriement de la dépouille du défunt. Et vous avez parlé des assurances. Qu'est-ce qui différencie Noble Retour de assurance vie? Noble d'une assurance. Bon, Noble Retour se différencie des assurances. Déjà, il y a un point que j'ai souligné qui sont les sans-papiers. Une assurance ne prendrait pas en charge un sans-papier. Vous ne saurez d'ailleurs vous inscrire dans une assurance si vous n'avez pas les documents du pays, n'est-ce pas, de résidence d'accueil. De un, Noble Retour aussi ne tient pas en compte que vous soyez décédé dans votre pays d'origine ou pas. Parce qu'il faut, dans les assurances, généralement, dans les contrats, on vous dit, si c'est un contrat de rapatriement, quand on vous dit, si vous décédez, par exemple, dans le pays, n'est-ce pas, d'origine, il prend le transfert du corps, du lieu de décès, jusque dans le village. Donc, les frais du corbillard, qu'on appelle beaucoup plus chez nous. Par exemple, deux, il y a souvent des conditions qu'on dit, voilà, si vous êtes un militaire, vous êtes décédé en guerre, des histoires pareilles, on ne prend pas en charge, que Noble Retour prend évidemment en charge. Il y a aussi le fait, qui est c'est un point très important. Généralement, quand on souscrit dans une assurance ici, on le souscrit souvent très tôt, c'est-à-dire quand ceux qui le font, quand ils sont encore, par exemple, quand ils ont encore la nationalité du pays d'origine, c'est-à-dire moi je suis camerounais, je souscris quand je suis camerounais. Mais quelques années après, on change son nationalité pour pouvoir avoir certains avantages. Hein. Ça, c'est clair. Mais sans oublier que dès lors qu'on change de nationalité, généralement, les assurances ne vous prennent plus en charge, mais ils ne vous le disent pas. Le problème se pose justement que voilà, vous allez vous contacter votre assurance, votre assureur pour qu'il vous prenne en charge. Il vous dit désolé, je ne saurais vous prendre en charge. Si vous êtes français maintenant, vous êtes belge, donc possible de vous rapatrier. Voilà. Donc, il y a plein de petits points et c'est pourquoi aussi, quelquefois, on conseille aux gens de lire attentivement, n'est-ce pas, leur contrat. Et il y a aussi des assurances aussi où vous n'arrivez pas à vous inscrire quand vous avez un certain âge. Nos retours, nous acceptons tout le monde. C'est ça le volet communautaire. C'est pour s'entraider. Et chez nous aussi, un point aussi important qui nous différencie des assurances, c'est le fait que le capital reste le même. Par contre, il reste le même et la cotisation, n'est-ce pas, annuelle a tendance à baisser ou encore l'effectif, le nombre de membres. Donc, plus nous sommes nombreux, moins, n'est-ce pas, nous payerons, n'est-ce pas, pour financer, n'est-ce pas, le rapatriement. Donc, voilà quelques points en quelques mots importants d'une assurance classique. Euh, Monsieur Gamini, malheureusement, nous avons perdu pour quelques secondes, probablement pour des raisons techniques ou bien Internet de votre côté. Mais vous avez vraiment soulevé des points pertinents parce que, comme je l'ai dit, euh, il y a une personne qui l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je préfère en dire une personne parce que je n'ai pas le nom Sankara. exact. Sankara, mais si non, j'ai douté un peu. Parce que vous parlez d'un culture. J'ai soulevé le sujet sur l'assurance vie et noble retour. Et vous avez souligné certains points qui sont pertinents. Mais nous savons que, bon, premièrement, la communauté afro caribéenne, à ce que j'en sache de mon point de vue, a du mal à faire confiance même d'abord aux assurances vie. Comment pouvez-vous amener la communauté afro-caribéenne à faire confiance à Noble Retour? Sans vous mentir, ici, c'est un point assez épineux, c'est un gros problème, n'est-ce pas, auprès de la communauté noire, c'est-à-dire faire confiance, n'est-ce pas, à son semblable. Ça, c'est un problème vraiment sur lequel il faut vraiment débattre, c'est très épineux. Pour leur faire confiance, tout ce que je peux leur dire, c'est que voilà, Noble Retour a une histoire, n'est-ce pas, une histoire
l'histoire que je vais raconter. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est le capital humain. Nous sommes une équipe constituée de personnes de bonne moralité, médecins, professeurs d'informatique, comptables, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que les personnes qui constituent, alors les personnes qui constituent l'organe administratif, n'est-ce pas, de non-retour, sont faites de personnes à qui vous devez faire confiance, qui n'ont pas besoin ici euh, d'amadouiller, n'est-ce pas, leurs semblables pour, n'est-ce pas, s'en sortir dans leur vie ou pour gagner leur vie. Nous gagnons déjà bien notre vie. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que il ne faudrait pas seulement qu'on gagne nos vies. C'est un peu la différence avec, ça veut dire, un entrepreneur africain, un entrepreneur européen. C'est la même chose. Hein. Un entrepreneur européen ne pense pas seulement. Euh, Monsieur Gamini, vous avez soulevé la différence entre un entrepreneur africain et un entrepreneur européen. Vous parlez de la différence. Partagez votre point de vue sur la différence entre être entrepreneur africain et être entrepreneur européen. Il y a vraiment beaucoup de différences. Celle qui me touche particulièrement à cœur, les entrepreneurs qui se trouvent, n'est-ce pas, au Cameroun et ceux qui se trouvent en Europe, il y a un point particulier qui me touche à cœur, c'est le fait que l'entrepreneur africain ne pense qu'à lui-même. Pourtant, l'entrepreneur européen pense et à lui et à toute sa communauté. Je dis bien et toute sa communauté. Ça pourquoi? Parce que sa communauté fait partie de sa clientèle. Tant qu'elle ne vous traite pas bien, lui-même, il en ressentira, il en périra. C'est ça le truc. C'est pourquoi chez nous, les entrepreneurs ne font pas long feu, ne font pas long chemin. Aujourd'hui, voilà, il s'en sort bien et tout, et puis quelques mois après, parce que voilà, la clientèle n'est pas bien traitée, on le laisse tomber. Hein. Nous avons le corps Cameroun et Nextel, cet opérateur économique. Je ne sais pas si vous avez les infos, mais ça ne va pas bien. Ça va bien à Nextel, par exemple, pour toujours une question de management et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes. Et généralement, on n'a pas aussi des laboratoires dans les entreprises pour, n'est-ce pas, pour prévenir, pour innover et tout. C'est-à-dire, on pense, n'est-ce pas, on pense pour le lendemain, au futur. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. C'est vraiment le point qui me tient à cœur. Je ne veux pas me mettre là à débattre, à épiloguer sur toutes les différences. Sincèrement, je ne veux pas tirer à boulet sur mes confrères, mais qu'on apprenne quand même à bien faire les choses. Yeah, Monsieur Betsangamini, la raison pour laquelle ce chose s'appelle mon point de vue sur la culture, on n'utilise sur personne. Nous avons un problème, un fléau qui nous gangrène depuis plus de 400 ans, plus de 500 ans. Et si nos parents ont mené le combat, ont payé le prix. Nos grands-parents ont mené le combat, ont payé le prix. Nous-mêmes, nous sommes là. Que pouvons-nous faire pour proposer des meilleures solutions à nos enfants? Vous avez parlé de... Ne pensez-vous pas que ce problème entre... Vous avez parlé de la différence entre un entrepreneur africain et un entrepreneur européen. Et il y a plusieurs différences. Ne pensez-vous pas que ce problème est dû au fait que le peuple afro-caribéen a du mal à s'exprimer? C'est comme s'il a honte de s'exprimer. Parce que, exactement, vous êtes en train de vous exprimer, mais vous arrêtez. Pourtant, est-ce que c'est pas ça Non, le je, majeur de la je ne communauté? pense pas que ce soit le problème majeur. Désolé, mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Pour moi, le problème majeur, c'est le manque de formation. Ouais. C'est-à-dire de bonne formation, s'il faut être beaucoup plus précis. C'est-à-dire, c'est assez con, mais vous et moi, nous avions depuis là 5 ans qu'au Cameroun, on ne produit pas le fruit de pomme. Parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous a dit qu'on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, on constate que voilà, en Afrique, voilà, il y a des gens qui le font, qui les produisent. Exactement. Donc, nos intellectuels, n'est-ce pas, se sont arrêtés à ce qui était dit, n'est-ce pas, dans des bouquins, n'ont pas pris la peine de faire le travail de l'intellectuel, c'est-à-dire de chercher, d'essayer, ou encore, et en essayant, on trouve aussi des pistes, on trouve des solutions. Donc, ils sont restés là, ils ont lu, et puis voilà, et c'était fini. Et donc, on s'est arrêté, n'est-ce pas, à la formation de base, ou alors ce que, n'est-ce pas, le livre attendait de nous, c'est-à-dire qu'on soit formé à ce niveau. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas. Je pense que déjà que l'un des gros problèmes, c'est que voilà,
nous ne sommes pas très bien formés, nous ne lisons pas assez, parce qu'un bon entrepreneur doit lire de tout, hein. Parce que quand vous lisez un livre, vous avez une bonne partie de connaissance de la personne qui a traité ce livre. Yeah, Il y a avant aussi que... le fait, Oui, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Le public vous écoute. que, voilà, on ne sait pas être compétitif. C'est-à-dire la concurrence est une bonne chose dans les affaires. La concurrence vous fait vous dépasser. Et chez nous, on ne sait pas le faire. Quand on sent qu'il y a un concurrent, au lieu justement de vouloir se dépasser en produisant, en faisant mieux, en offrant mieux que lui, on trouve d'autres stratagèmes pour renverser la personne physiquement. Donc, il y a vraiment trop de problèmes, hein. C'est ça. Et je pense que c'est beaucoup plus ces problèmes-là d'abord qui doivent, n'est-ce pas, être résolus avant autre chose. On doit être éduqué, on doit être vraiment formé. La bonne formation. Comme quoi, notre problème principal, c'est Comme, l'éducation. J'en ai plusieurs auditeurs qui ont mentionné ce point. Le problème récurrent dans la communauté afro-caribéenne peut être l'éducation. À qui l'auteur, et j'en reviens. Avant que nous ne continuions, j'aimerais qu'on retourne un peu sur Noble Retour. Parce que j'ai l'un des auditeurs qui m'a fait comprendre que Noble Retour n'est pas différent des tontines. Que Noble Retour, c'est du réchauffé quand on regarde dans le point culturel. Parce que nous sommes afro-caribéens, on regarde dans le point culturel. Noble Retour n'est pas différent des tontines. Ils disent que c'est du réchauffé. oui, Que c'est du réchauffé. différencie Noble Retour des tontines? Parce que dans les tontines, nous pouvons Euh, retrouver... je vais, c'est justement ce style de personne que je fustige souvent, parce que c'est juste si les personnes qui n'ont pas compris, cette personne vient en Europe et comprendrait que tout ce qu'on fait en Europe, c'est la tontine. Si cette personne a une assurance, une mutuelle, je pose une simple question à la personne. Moi, par exemple, je paye mon assurance hospitalisation, par exemple, à 200 euros l'année. Mais quand je tombe malade, et je ne tombe pas malade toutes les années, et qu'on m'hospitalise, j'ai une facture qui arrive de 4 000 euros et je ne perds rien, l'assurance couvre. Et je fais encore 5 ans, 6 ans sans tomber malade. Et voyez-vous, il y a au moins 1 milliard de personnes qui ne tombent pas malades, mais qui cotisent quand même. Ça, c'est de la tontine, monsieur. Donc, comprenons d'abord le système dans lequel nous sommes avant de commencer à décrier, à nous parler de réchauffer des paroles qui ne signifient presque rien. Je suis désolé, mais la tontine se fait partout. Mais comment se fait-elle? Comprenons le système, les mécanismes. C'est ça le truc. Comprenons le système dans lequel nous vivons d'abord, avant de nous parler des termes qui, voilà. C'est c'est vraiment désolant, mais c'est qu'il Non, comprenne d'abord, qu'il s'intègre mieux dans son système, qu'il s'informe. C'est ça le truc, qu'il soit beaucoup plus éduqué. C'est euh, ça le bon africain qu'on a besoin parce que en Afrique. pour justement revenir sur cette question, à travers cette réponse, j'ai compris, j'ai pu ressentir votre désarroi sur le fait de la rééducation. Quand j'ai parlé de tontine, les gens parlent de tontine. Vous dites qu'en Europe, la tontine est pratiquée partout. Mais pourquoi le peuple afro-caribéen a du mal à accepter sa culture? Parce que quand elle se levait les tontines, vous n'êtes pas contre la tontine. Mais vous êtes vous dites à ceux qui nous écoutent que la tontine, qui est notre héritage, l'est pratiquée en Europe, au vu et au su de tout le monde. Donc pourquoi le peuple afro-caribéen a honte de sa culture? Je pense qu'elle a honte de sa culture parce elle veut s'intégrer dans l'Europe plus que l'Européen. C'est-à-dire, tu arrives en Europe, tu constates que voilà, tu payes 10 euros chaque mois, mais quand tu tombes malade, on dépense 1 000 euros, et on pas un centime, un radis, et que tu crois que l'argent sort du ciel. C'est pas l'État qui finance cela. Ce sont des personnes comme vous et moi qui non. C'est juste parce qu'on a utilisé ce terme, entre guillemets, peut-être péjoratif de tontine, qui fait en sorte que chacun veut se désoler, n'est-ce pas, de ce terme-là ou de ce mot. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Les gens doivent être beaucoup plus, je vais encore insister, beaucoup plus informés. Ils doivent beaucoup plus chercher, beaucoup plus lire. Ça, je pense que pour moi, c'est l'un des gros enjeux qu'il faille, n'est-ce pas, surmonter la communauté africaine.
Mon point de vue sur la culture, comme je l'ai dit tantôt, c'est un programme où nous essayons de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif. Et le but de cette émission est pour nous, pour créer une frontière pour nous, nos enfants, et particulièrement que nous puissions être capables de dégager des richesses en tant qu'héritiers afro-caribéens. Mon invité du jour, c'est Bertrand Gameni. À travers une question, j'ai senti, même pas son dégoût, mais c'est genre de désespoir que nous tous nous avons. Pourquoi avons-nous du mal à accepter ce qui nous appartient? Pourquoi nous devons-nous attendre que les autres viennent profiter de nos richesses avant que nous prenions et connaissons? Nous avons encore un de nos frères qui avait ses partenaires qui ont lancé une coopérative. Votre coopérative, Noble Retour, Gamini, vous avez dit plutôt, elle est à but non lucratif. Elle est communautaire. Et justement, c'est comment pouvons-nous en profiter? Comment pouvons-nous donner du bénéfice du doute? Pourquoi ces entrepreneurs afro-caribéens n'ont pas le même bénéfice du doute que les autres? Pourquoi les clients n'acceptent-ils pas de faire confiance aux entrepreneurs? Est-ce que c'est parce que la qualité des services est mauvaise, la qualité des produits? En même temps, j'en profite pour vous relancer. Ne pensez-vous pas que l'un des problèmes pesants du manque de confiance de la clientèle africaine envers ses frères africains, ça peut être le fait que ces entrepreneurs n'ont pas un esprit professionnel, le manque de professionnalisme dans la communauté afro-caribéenne? Pensez-vous que ça peut être un des problèmes? Vous savez, moi, ça me rigole toujours quand on doit tirer, n'est-ce pas, la canon sur la communauté africaine. Mais vous-même, quand vous partez acheter des produits alimentaires chez les Pakistanais, là, vous voyez comment ils vous traitent, vous voyez comment ils vous parlent, comme du rien, comme du n'importe quoi. Mais je pense qu'on doit on doit recentrer les choses, hein. On doit recentrer les choses. Je pense qu'on doit vraiment recentrer les choses et définir la qualité, n'est-ce pas, d'un ressortissant ou d'un Africain. Et ça, c'est pas un problème, c'est-à-dire qui date d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis, c'est-à-dire c'est depuis le système éducatif, hein, qui nous a formés, qui nous a formatés. C'est ainsi. Le système qui nous a formés a voulu qu'on soit celui que nous sommes maintenant. C'est parce que nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes sortis, n'est-ce pas, du continent, on a eu à lire, on a eu à chercher, on a fouillé, qu'on s'est éveillé, c'est-à-dire qu'on a excité, n'est-ce pas, nos cerveaux, nos cervelles. Parce on connaît maintenant certaines choses, voilà, il y a certains dogmes qu'on comprend qui ne sont plus vrais, qui ne sont même pas vrais, qui n'ont jamais été vrais, et tout, et tout. Donc, c'est ça qui nous révolte, hein, ça révolte nos esprits. Moi, personnellement, j'avais pris la décision, ça fait quelques années, de ne plus aller chez le Pakistanais parce qu'il te parle extrêmement mal. Je veux dire, extrêmement mal. Il y a là, quoi, 4 mois, j'allais dans un call center pour envoyer de l'argent ici, au Cameroun. Je vais sur le monsieur, il me demande si je n'ai pas changé de numéro, si j'ai un numéro. Voilà, les trucs bizarres. Mais écoutez, je n'ai pas changé de numéro et tout. J'écris un peu le truc sur le bout de papier et tout. Il me dit qu'ah non, il ne fait pas ça et tout, qu'il est pressé et tout, mais il me traite bizarrement. Mais je lui ai dit, écoute, tu es là pour chercher de l'argent. Si je n'ai pas de l'argent, tu me dis, je m'en vais. Je n'ai rien à cirer. Je lui ai dit, nous sommes traités mal ailleurs, mais nous acceptons quand même le mal, c'est-à-dire nous acceptons le comportement de l'autre, mais on ne veut pas accepter aussi que notre frère nous fasse du mal. Mais tout le monde, hein, je veux dire, dans toutes les communautés, vous allez trouver des entrepreneurs qui sont vraiment professionnels et d'autres qui ne sont pas courtois du tout. Donc, si on doit s'accrocher, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, un comportement, voilà, d'une servante, d'un serveur ou quoi que ce soit, ou du patron, ou je ne sais pas trop qui, pour dire que voilà, non, on préfère le blanc que celui-là, c'est à tort. C'est tout parce que nous ne sommes pas patriotiques. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est quand on se trompe plusieurs fois, 1001 fois, qu'on devient beaucoup plus sage. C'est pas pour rien qu'on dit dans nos cultures que voilà, nos grands-parents sont des bibliothèques. Parce elles ont accumulé le savoir. Ils n'ont pas accumulé le savoir parce qu'elles n'ont pas, sans faire de faute, je veux dire, autant pour moi. C'est à force de fauter qu'on devient meilleur. C'est à force de Donc, forger qu'on devient forgeron. Non, en fait, ça fait partie des questions. Parce que,
cette chose, c'est justement pour donner l'opportunité à tout un chacun de venir s'expliquer selon ses points de vue, afin que nous puissions avoir toute option sur la table et trouver ce point essentiel où nous tous nous pouvons travailler ensemble. Et comme je disais tantôt, le topic du jour, c'est le culte de la victimisation versus le culte de manque de responsabilité socio-économique chez le peuple afro-caribien. Et mon invité du jour, c'est M. Bertrand Gameni, qui nous vient de la Belgique. Il est membre d'une association qui s'appelle Noble Retour, qui fait dans le rapatriement des corps des décédés dans les pays d'origine. Exactement, M. Gameni, comment est-ce qu'un auditeur, si un auditeur qui nous écoute aimerait être membre, aimerait en bénéficier de votre coopérative, quelles sont les conditions d'accès? Est-ce que la personne se doit forcément d'être en Europe? Est-ce que la personne peut être aussi en Afrique? Quelles sont les conditions d'accès pour toute une personne? Est-ce que c'est Non, est-ce non, que c'est- non, pour toute personne, toute personne qui voudrait adhérer, n'est-ce pas, doit faire partie de la diaspora africaine, c'est-à-dire doit résider en Europe. Ça, c'est l'une des conditions. La deuxième condition, c'est que vous vous acquittez, n'est-ce pas, de vos frais d'adhésion et des frais d'administration. Donc, ce sont les deux conditions majeures là-bas. Et après, maintenant, le conseil d'administration maintenant étudie le dossier de chaque personne, hein. Bon, après, bon, un peu ça. Il y a aussi les Oh, possibilités de s'inscrire en tant qu'association, en tant que groupe, tout ça. Donc, yeah. En fait, je pose cette question pour demander. Donc, voulez-vous dire que ceux qui sont, par exemple, disons, un Ivoirien qui vit au Cameroun ou bien un Nigérien qui vit au Ghana et qui aimerait être membre de Noble Retour, donc, ces gens d'afro-descendants ne peuvent pas bénéficier de vos services? pour le moment, non, parce que vous pouvez convenir avec moi, n'est-ce pas, les difficultés de la chose, dans ce sens que il est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, d'établir certains faux documents et tout. Donc, pour un début, nous n'avons pas voulu, n'est-ce pas, inclure, n'est-ce pas, ce profil de personnes. Mais à l'avenir, c'est un truc c'est un petit projet sur lequel on va se pencher. Nous sommes encore en train d'étudier ce dossier, nous sommes encore en train de voir comment cela sera possible, hein, même pour les Camerounais qui vivent au Cameroun. Nous sommes en train vraiment d'y penser. Mais ça va prendre quand même du temps parce qu'il faut être sur le terrain. Et depuis l'année dernière, le Covid et tout, donc c'est un peu compliqué, ça complique vraiment les choses. Et, pour le moment, c'est pas possible. Euh, Exactement. Maintenant, revenons un peu sur un aspect plus culturel avec Noble Retour. Vous avez parlé tantôt de l'une des limitations que vous avez, l'une des difficultés que vous avez mentionné, le Covid tout à l'heure. Et en même temps, j'aimerais vous poser la question. Vous avez dit que vous êtes afro-caribien et vous venez du Cameroun particulièrement, vous êtes bamileke. Quelle était la réaction de vos parents quand vous avez, de vos entourages, quand vous avez dit que vous allez faire dans dans la morgue. Pas dans la morgue, mais dans Noble Retour, qui consistait à prendre soin des morts. Donc, quelle était la réaction de votre entourage? Sincèrement, la majorité des personnes à qui j'ai parlé de cela étaient vraiment très contents, n'est-ce pas, que je puisse attaquer, nous attaquer, que nous puissions nous attaquer, n'est-ce pas, dans ce secteur, ils étaient contents. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a certains aussi qui sont assez sceptiques, pour lesquels, n'est-ce pas, la question sur la mort, sur le décès est encore tabou et c'est un truc sur lequel il va falloir qu'on travaille vraiment. Parce que ça ne doit plus être un tabou, c'est un problème réel, je dis bien réel. Il n'y a pas plus de cela quoi, 2 semaines, 3 semaines, on a eu 2 décès en Italie. Mais les personnes qui étaient pas inscrites de retour, et les personnes qui sont jeunes, qui ne sont pas mortes du Covid. En Belgique, il y en a eu plus de 3 en l'espace de 3 mois. En Allemagne, même chose. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester, n'est-ce pas, les bras croisés, en faisant toujours des quêtes le jour J? Non. Moi, je ne pense pas. Moi, sincèrement, si j'ai ma famille, je n'aimerais pas, n'est-ce pas,
qu'elle s'expose après mon décès parce que voilà, il faut de l'argent pour me rapatrier. Je suis désolé, je n'aimerais pas. Et c'est justement ce que vous dites est pertinent dans la mesure où venant de nos cultures, le décès c'est comme une célébration. Elle est plus coûteuse même que le mariage dans certaines parties. Justement pour parler de la mort, et une fois de plus, vous êtes posé la question plus tôt. Non, revenons sur une autre question. Il y a des sceptiques, il y a ceux qui ont approuvé vos parents, par exemple. Maintenant, quelle est votre conception? Et vous, chrétiens, musulmans ou traditionnalistes? Sans vous mentir, je ne suis pas un croyant. Moi, je ne suis pas un croyant. Je ne passe pas par quatre chemins pour dire aux gens. Je ne suis pas croyant. Mais quand je rentre chez moi, je ne manque pas d'aller au village. Je salue. Mon papa a décidé donc de saluer, hein, mettre un peu d'huile, de ne pas manger. Vous croyez? Moi, j'y crois fermement. Voilà. Et ça ne m'enlève rien. Oui, je ne sens pas qu'il y ait un Dieu qui me manque, quoi que ce soit, un Jésus-Christ. Voilà. Personne ne viendra me sauver à part moi-même. Moi, c'est ça ma conception. Je dois travailler pour m'en sortir. C'est pas en S- priant qu'on viendra me donner à manger. Je suis désolé. Donc, moi, je suis pas, je crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, une religion, tout ça. C'est pas mon dada. Nous arrivons sur ce débat parce que euh, l'une des souffrances du peuple afro et caribéen, notre continent est rempli d'églises, mais peu d'amour entre. Eh bien, est rempli d'églises et des fidèles et peu d'amour entre les fidèles ou bien entre les noirs. Vous parlez une question vous mentionnez une différence entre, si je ne me trompe pas, entre la religion et euh, comment on appelle encore ça? J'ai oublié. La religion, oh, le mot là, j'ai oublié. Mais je reviendrai plutôt. L'animisme, Non, ce que vous avez dit m'a fait penser, parce que le fait que vous avez dit que votre papa est décédé, moi-même, mon papa est décédé, en tant que dans notre culture. l'animisme, animiste. Non, pas animiste. Animiste, c'est celui qui ne croit en rien. Et j'en revenais et plutôt sur ça. Parce que votre projet, par exemple, dans certaines parties d'Afrique, dans certaines cultures africaines, ce sont des sujets tabous. Et vous avez parlé tantôt de la mort est tabou. Or, la mort est un sujet tabou. Pourtant, elle ne le devrait pas. Puisque les chrétiens continuent à parler de la mort. Les musulmans parlent de la mort. Nous parlons de la mort. Pourquoi la mort est tabou? Pourtant, dans nos cultures, nous faisons face à la mort tous les jours. Dans nos cultures, nous faisons par exemple le culte des crânes. Dans nos cultures, nous faisons beaucoup de choses. Pourquoi la mort est tabou? Pourtant, elle est part de nous dans la communauté afro-caribéenne. Est-ce que c'est un problème religieux ou spirituel? C'est où j'en revenais. La différence entre la religion et la Non, spiritualité. Mais je d'abord, pense, adressons la mort. je pense que la mort est tabou simplement parce nous avons grandi dans un milieu où euh, il n'y a pas de structure, n'est-ce pas, comme une assurance, c'est pas vulgaire, n'est-ce pas, une assurance qui couvre le décès. Ça, c'est clair que c'est pas vulgaire. C'est rare, c'est rare d'en trouver. Donc, on a grandi dans un milieu où, voilà, on ne parle pas nécessairement de la mort, sinon des funérailles, ou qu'on parle de mort, on voit le mangement, enfin, manger derrière et tout et tout. Je pense que c'est parce qu'on a grandi dans un contexte, n'est-ce pas, qui ne fait pas trop, c'est-à-dire qui ne parle pas trop, n'est-ce pas, de la mort, hein. Nous, voilà, c'est un peu des sujets qui restent entre des grandes personnes. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que voilà, on n'est pas trop porté, n'est-ce pas, à ouvrir des débats par rapport à cela. C'est tout comme le sexe, voilà, faire l'amour, tout ça. Donc, on n'en parle pas, c'est beaucoup tabou et tout. C'est avec le temps maintenant que voilà, les choses se font parce que voilà, il y a des télénovelas sur des chaînes un peu européennes dans les câbles en Afrique. Mais sinon, avant, c'était tabou. Je pense que c'est parce voilà, on n'en parle pas beaucoup, on fait beaucoup de publicité, et les parents n'en parlent pas non plus avec les plus jeunes, les enfants. Donc, je pense que c'est la raison première. Peut-être que c'est un problème culturel. Et justement, j'aimerais vous poser la question qui m'échappait plutôt. Y a-t-il une différence entre la religion et la spiritualité? Pour moi, il y a une grande différence. Et j'appelle ça hashtag nonsense. Je crois que le peuple afro-caribéen souffre d'un manque de spiritualité et non de religion. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a une grande différence, hein.
La religion, ça, c'est autre chose. La religion, je ne sais pas trop comment la définir, mais je pense qu'il y a il y a une grosse différence parce que il y a une spiritualité quand même africaine qui est différente d'une religion. La religion, c'est un ensemble de personnes qui croient une chose bien définie et voilà, des trucs du genre. La spiritualité, c'est un peu plus comme un dogme culturel, hein. C'est différent, c'est différent dans ce sens-là. Mais après, je vous dis, ce sont les domaines dans lesquels je ne me fous vraiment pas du tout. Je ne cherche pas trop à m'y intéresser non plus. Donc, vous êtes plus dans la lancée culturelle traditionnelle. Oui, oui, sincèrement, oui. Donc, euh, revenons à Noble Retour pour poser quelques questions avant d'en sortir. Comment la crise du Covid vous a impacté, par exemple, a impacté votre processus? Donnez-nous un peu plus de détails dans la crise, par exemple, du Covid. Qu'est-ce qui a impacté votre processus? C'est comment ça a freiné, par exemple, quand vous voulez envoyer un corps, par exemple, malheureusement, un des adhérents est décédé et maintenant il faut envoyer le corps dans le pays de l'adhérent. Comment, comment le Covid vous a impacté ou bien oui, comment le Covid vous a impacté? Oui, non, le COVID nous a grandement impacté parce que déjà, on n'arrivait vraiment pas à communiquer, sauf à travers les réseaux sociaux. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que vous venez de le dire vous-même, hein, que la mort, la question sur la mort, le décès, c'est encore un peu tabou, n'est-ce pas, au sein de la communauté africaine, afro-caribéenne. Donc, de ce fait, il fallait, n'est-ce pas, approcher les gens physiquement. Et voilà, et c'est pas possible, ce n'était pas possible, hein. C'est maintenant que ça devient possible, ce n'était pas possible. Et puis, toute l'année dernière, donc, on essayait, n'est-ce pas, via les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, Instagram, et tout ça. Mais ça n'accroche pas parce qu'à peine la personne, n'est-ce pas, suit le discours, voilà, c'est un peu bizarre. Donc, du coup, on n'a vraiment pas communiqué, ce n'était pas vraiment efficiente et toute la communication. Et malgré, n'est-ce pas, le service du community management voilà, qui s'est déployé, on n'a pas su faire grand-chose, hein. On avait fait des flyers, on a un peu moins de 2000 flyers qu'on n'a même pas su distribuer le 1 dixième, hein, parce que voilà, on n'arrivait pas à approcher les gens. Et ça nous a vraiment impacté un sens. Et on sait très bien que dans tout accès, la publicité joue vraiment un rôle déterminant, très important. Donc, le fait qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, avoir un contact direct avec les personnes, ça a été quand même un peu assez difficile, hein. Ça, c'est Mais, clair. M. Gamini, M. Gamini, quand cela n'a tient, vos Oui, monsieur. efforts durant le Covid apporté fruit dans une certaine mesure. Nous avons l'opportunité de discuter de vos initiatives sur Jambo Radio Scolaire. Je suis en Écosse, Bien je suis sûr. basé en Belgique. En même temps, avant qu'on ne sorte, quand j'ai lu votre... et j'encourage tous les auditeurs à jeter un coup d'œil sur Noble Retour et lire les les conditions d'adhésion et particulièrement les thèmes et conditions. Quand je suis allé lire vos thèmes et conditions, il y a plusieurs lignes qui ont attiré mon attention, mais il y a une particulièrement que j'aimerais soulever. Quand un membre joint euh, euh, Noble Retour, est-ce que ce membre a droit à une période d'essai? Par exemple, je peux dire une période d'essai, comme nous sommes ici en Europe, par exemple, quand vous voulez joindre, par exemple, une compagnie d'assurance, ils vous donnent une période d'essai. Est-ce que Oui. Noble Retour a une période d'essai pour tout nouveau membre? Oui, bien sûr. Nouveau retour, comme les assurances, c'est une période, n'est-ce pas, d'essai ou encore appelée période de carence. Et au départ, je peux vous dire qu'elle s'élève de d'un an déjà pour vous dire. Si c'est d'un an. Ça parce que, pourquoi nous avons choisi ce point-là? Parce que au départ, quand on lançait, n'est-ce pas, avant de lancer nos retours, on a fait un sondage, hein, qu'on a partagé en ligne et tout, les gens ont rempli. Et on a constaté, n'est-ce pas, que la majorité des personnes disaient que voilà, pour que vous soyez beaucoup plus crédible, il faut mettre quand même cette période de carence. Parce que, pour que, voilà,
qu'on pense que c'est de l'arnaque et tout, ou encore pour éviter, ça c'est un truc le qu'on a aussi pensé, éviter, n'est-ce pas, que les gens viennent, n'est-ce pas, en fin de vie et veulent, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de la tontine depuis ce monde, de la tontine, n'est-ce pas, que les autres ont fait depuis quelques années. Voilà. Donc, c'est pour éviter cela, c'est pour essayer d'éviter. Au moins, il faudrait que cette personne soit restée avec nous pendant au moins un an pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, bénéficier. Donc, ça veut dire avant un an, vous payez les frais d'adhésion, vous payez les frais de contribution et vous avez un an d'essai. Est-ce qu'en cours de route, un adhérent se dit, par exemple, il ne veut plus faire partie, est-ce que, alors, pendant ce un an d'essai, vous allez rembourser ces frais d'adhésion? Non, absolument pas. Ce ne sont pas des frais remboursables parce que les frais que vous payez en un an vous couvrent sur un an. Exactement. Merci Donc, pour. si vous Allez-y, allez-y. payez 50 € pour une année, ça vous couvre pour l'année là. La raison que l'année d'après, voilà, vous continuez de payer. C'est comme les assurances, je vous l'ai dit. Si vous payez pour un an, si c'est stipulé dans le contrat que vous payez pour un an, ça veut dire que les un an que vous payez, c'est effectivement pour qu'on vous couvre cette année-là. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres contrats sous lesquels on dit que voilà, vous cotisez pour un capital. C'est-à-dire, on dit que voilà, vous avez choisi un capital de 8 000 € pour un an, et pour toute l'année, enfin, pour toute la période de 8 000 €. Et on vous dit maintenant que voilà, chaque mois, il faut cotiser 20 € et ça peut être indexable. C'est-à-dire que chaque année, on va devoir augmenter quelque chose quand même. Parce qu'il faut qu'on se rassure que, avant de décéder, vous ayez au moins payé les 8 000 €. Attention, ça, ce sont les assurances, c'est ça. Donc, ils font tout toujours pour que vous cotisiez quand même les 8 000 € qu'ils vont vous remettre après. Donc, il y a une grosse différence entre les solutions aussi. Quand même. À vous écouter, j'aimerais bien qu'on puisse avoir vraiment un autre interview basé sur votre compréhension des assurances. Parce que je crois que notre peuple, comme Thomas Sankara l'a dit, par manque de connaissances. Monsieur Gameni, avant qu'on ne sorte, y a-t-il un message que vous aimeriez partager avec le public ou bien en votre langue maternelle ou un message de conclusion? Le message que s'il faille vraiment que je partage un message, je vais dire, n'est-ce pas, ici, pour moi, pour si ouais, gongo ko ambi pe, mal pa me la, an charme pe chana jinu, pe min che pe ngani ko pe kang ani wa, pe min che. Pe min che pe ngani fa ala, an charme pe min cha ko jinu, ya que ne pe ya ko jinu ya pe ko usam la, ne mini pour famille. Donc, pes ici, j'appelle nga an charme nundu uze nundu uwe, mfumbe. Pele musu, an charme be voilà. Ici fa ala, an charme kwa yipe, kwa yizi, pe famille. Ne men gembi. Pes ici fa men pas me wesin pour ba wen kuwa, da ama pen charme va pe que lo yemen unkala. Ulele kwa fuye ne benja, nga pe meme. Pasia, wa mu fa no be pe la donc. Ah, ya mun gaye, pe chiyo. Pe chou, pe me, pour me. Ganjo Kapopon. Merci beaucoup, Monsieur Gamini. Ça fait un plaisir de vous avoir sur mon point de vue sur la culture et partager vos opinions. Merci, c'est avec plaisir d'échanger avec vous. Mais sinon, je pense il faut revenir sur cette histoire de la différence entre les entrepreneurs aussi chez nous et ici. Hein. Si vous constatez, faut voir bien que les entrepreneurs ici ne s'impliquent pas dans la politique. Par contre, chez nous, ils s'impliquent dans la politique. Ça crée beaucoup de problèmes. Il y a pas mal de trucs. Vraiment. Nous en reviendrons sur le topic, sur le sujet. C'est pour ça qu'il a dit que, en fait, ce n'est que le début d'un parcours. Et je serais ravi de vous avoir à nouveau. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen fait partie des peuples les plus diplômés, mais font une preuve exceptionnelle de leur exhibition mentale, économique et culturelle dans le Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en Occident. De nos jours, beaucoup de peuples se créent ou se font la richesse sur le pouvoir d'achat des Africains. En retour, ils reçoivent mépris et moquerie.
Pourquoi est-ce que le peuple afro-caribien est devenu professionnel dans le dénigrement de leurs frères et sœurs qui font l'effort d'un esprit entrepreneurial, mais préfèrent aller acheter chez les Pakistanais, Indiens, Libanais et Européens? Pourquoi les entrepreneurs afro ont du mal à attirer et garder la clientèle afro, si ce n'est pour dire en général? Avez-vous déjà vu ces Chinois, ces Indiens, ces Européens, ces Pakistanais font les achats chez les shops africains, chez les Africains? Si ce n'est pour nous exploiter, si ce n'est pour utiliser nos ressources naturelles. Et après, nous allons voir le mouvement pro-noir revendiquer le droit de travail ou encore se plaindre du taux de chômage élevé. Pourtant, nous sommes incapables de créer nos propres richesses individuellement et collectivement en tant qu'héritiers afro. Cyrus dit, sans culture, l'esprit s'use et son ressort. Sans culture, l'esprit s'use et perd son ressort. Une vie imbécile est semblable à la mort. Comme l'a martelé Thomas Sankara, la maladie ne se guérit point en prononçant le nom d'un médicament, mais en prenant le médicament. Sur ce, je suis pour la gangue. Restez à l'écoute.